Journal de chasse, partie 10. Alors que j'étais à Kamura en train d'en finir avec la Narwa, mère de tous, mes amis Elgado continuaient à enquêter et à travailler durement pour élucider le mystère concernant le Malzeno et son lien très particulier avec les Kuryō. La santé de Fio, telle qu'on l'appelait désormais par rapport à Bahari, nous inquiétait de plus en plus. Et à mon arrivée, j'ai appris qu'elle s'était écroulée sur la place publique suite à ses blessures causées par le Malzeno. La situation devenait inquiétante, et la scène qui m'avait été relatée n'était guère rassurante. Évidemment, nous avions tous le regard braqué sur Bahari, qui semblait le seul à pouvoir nous apporter quelques réponses. C'est ainsi qu'à peine arrivé à Elgado, je me retrouve convoqué par l'amiral pour discuter avec Bahari de la situation. Situation plus que grave. Fio ne réagit pas au traitement, et il en conclut que son empoisonnement n'a rien de naturel et dépasse tout ce qu'il a connu auparavant. Il ajoute même qu'il semblerait que le Malzeno ne soit pas à proprement parler responsable de la situation. Il vise plus les Kuryō qui ont laissé des traces similaires sur d'autres créatures sur lesquelles nous avons enquêté. C'est avec beaucoup de patience que Bahari nous instruit sur beaucoup de détails, mais cependant nous laisse comprendre qu'il est dépassé par la situation et qu'il aurait besoin de l'aide d'un éminent professeur et chercheur qui répond au nom de Tadori. Mon seul moyen de le trouver est d'aller sur le terrain. Donc je file voir la quêtatrice et je suis prêt pour une prochaine mission. Une vie fragile ne tient qu'à un fil. Ces éclairs se feront ressentir jusqu'à la mort. Un exemple de sa nature violente et tueuse. Les vies sacrifiées ne calmeront jamais sa folie meurtrière. Comme si le sang coulé ne suffisait pas. Rage foudroyante, Astalos. Rien à dire, ce monstre dégage un flot terrible. Je trouve et j'affronte la bête, le combat est engagé. De nombreux monstres sont là. L'Astalos est presque entièrement recouvert d'écailles, de couleur vert foncé. Contrairement à toutes les autres verveines volantes que j'ai vues, les ailes de l'Astalos ne ressemblent pas à des ailes membraneuses, mais plutôt à celles d'un insecte, comme une libellule. Ses jambes sont fines et ont 3 orteils. Sa queue est longue et occupe près de la moitié de la longueur totale de son corps. Sa tête est relativement petite, avec une grande corne dessus. Ses yeux sont rouges et deviennent vert néon, une fois la tête chargée. C'est une créature extrêmement agressive envers les chasseurs et même les autres monstres. Il a son pire ennemi, qui l'affronte régulièrement dans les cieux, le Ratalos. Il utilisera tout type d'attaque pour mettre à mort sa proie, ses prédateurs ou bien les chasseurs. Il évitera généralement les climats froids, car les faibles températures et le taux très bas d'humidité limitent ses capacités à produire de l'électricité. Cette créature a beau être magnifique, elle n'en est pas moins redoutable, et le combat contre elle est très difficile. Est-ce dû à mon équipement ou à ses capacités de combat? Je n'en sais rien, mais en tout cas il me donne plus de fil à retordre que les monstres précédemment affrontés. Puis soudain je commence à m'apercevoir qu'il faiblit, et il s'écroule, mort. Heureusement que je n'ai pas fait cette chasse seule, je ne suis pas sûr que j'en aurais triomphé. Puis je repars de mon côté, et j'aperçois quelqu'un, en train de travailler près d'un arbre. Je m'approche doucement, il m'a entendu, il me fait signe de m'arrêter. Fouillant dans les herbes, a-t-il trouvé son bonheur? Le silence règne. Il prononce une phrase, tu as l'air de respirer correctement, mais tu es un peu à l'étroit. Je comprends que ce n'est pas à moi qu'il parle, mais bien à la plante qu'il voulait ramasser. Il en cueille quelques-unes, qu'il met dans son sac avec une extrême délicatesse. Il retire son couvre-chef, et je découvre enfin le fameux professeur Tadori, qui me salue. C'est un spécialiste de la faune, de la flore, et sûrement dans beaucoup de domaines. Je suis content de l'avoir trouvé. Nous bavardons un peu sur la route, marchant paisiblement. Il est surpris quand je lui explique que le Malzeno a blessé Fio, et me dit qu'il n'y a pas de temps à perdre. La situation a l'air de l'inquiéter.
Une histoire prend fin, une autre commence. C'est la vie, me dit-il de manière très énigmatique. Je vais t'aider de mon mieux. On part tout de suite pour El Gado. Le groupe se réunit donc, discute de la situation et de ce qu'il y a à faire. Le docteur Tadori va commencer à rassembler toutes les données qu'il avait sur ses travaux précédents. Il a déjà vu quelque chose d'à peu près similaire, avec la frénésie qui était créée par un autre monstre. Là-dessus, il va prendre son temps d'enquêter, de rassembler tous ces éléments et de créer un antidote efficace. Faute de pouvoir les aider sur le plan scientifique, je décide d'aller m'occuper l'esprit en repartant en chasse. La quêtatrice me trouve très rapidement une mission, qui en plus nous aidera peut-être. Les cadavres éparpillés ici bas présagent d'une arrivée inattendue. Bientôt, les lames dorées tombées du ciel déchireront tout. Dans un éclair aveuglant, le tueur d'élite sauvage jaillit. Ceux qui choisissent l'attaque pour éviter une mort inévitable ne feront que satisfaire au désir insatiable de la bête. Soudain, il s'envole haut dans le ciel pour marquer une tombe. Écaille tranchante, le Seregios. Ce monstre a l'air terriblement agressif. On va voir ce que ça va donner en combat. Le souci que je me fais pour Fio me préoccupe tellement la tête que j'ai besoin d'un adversaire comme ça, d'un adversaire qui m'occupe, qui me force à rester concentré. Enfin, je le trouve et j'engage le combat contre lui. La quêtatrice m'a prévenu que ça serait un adversaire redoutable, encore pire que la Stalos de la dernière fois. Je la crois bien volontiers, elle connaît son travail. Mais moi, c'est ce dont j'ai besoin. Un adversaire qui me force à me surpasser. Le Seregios, une urbaine violente bipède, de taille moyenne, couverte d'écailles dorées. Sa face comporte des marques rouges autour des yeux, qui continuent le long de son corps, et sa tête est surmontée d'une seule corne, courbée vers l'arrière. Ses pattes sont terminées par des serres. Sa manière de se battre ou ses attributs me font penser à des oiseaux de proie, comme un aigle pêcheur ou même un aigle chasseur. Son agressivité fait en sorte que je suis régulièrement obligé d'esquiver ses coups pour aller me soigner ou me remettre un peu plus en forme. Je suis étourdi assez régulièrement. Heureusement, Gandalf et Zacian sont à mes côtés et me sont d'une aide précieuse. Je ne sais pas combien de temps le combat contre la bête a duré. Ce que je sais, c'est qu'il a été éprouvant. Esquiver ses tacles ou ses écailles qu'il projetait, largement à la hauteur du défi que j'espérais. Ce monstre restera gravé dans ma mémoire. Quand mon roman sera terminé, quand mes mémoires seront achevées, quand je repenserai aux monstres qui m'ont donné le plus de fil à retordre, je pense que 2-3 noms ressortiront bien volontiers. Le Lunagaron, le Seregios, peut-être la Stalos, nous verrons ce que l'avenir nous réserve, mais je pense que certainement sauront vraiment apporter un plus dans mes combats. La nuit est tombée, les étoiles brillent au-dessus de nous, nous avons dû combattre tout le jour. Mais l'animal fatigue. Zacian me fait tomber d'un coup de lame au niveau de la patte. En visant la gorge, je l'achève d'un coup sec. La bête est vaincue, je peux rentrer au village. Dès le réveil, j'enchaîne sur une nouvelle mission. Je dois trouver le responsable de la frénésie. C'est hyper important, cela peut nous faire avancer sur Fio. C'est là qu'il réside tranquillement, en symbiose avec son environnement. Et quiconque dérange cette douce léthargie se rendra vite compte que cette erreur lui coûtera la vie. Venin défendu, Espinas. Je n'ai pas trouvé beaucoup de données sur l'Espinas, mais je vais quand même vous dire ce que j'ai appris dessus. Les chercheurs s'accordent pour dire que l'Espinas a la structure corporelle de la raciane, mais son corps est recouvert de pics rose foncé, empoisonnés et de plaques vertes, ce qui peut la faire ressembler à une rose. Sa tête est surmontée d'une corne violette remplie de poison, à la manière du monoblos.
Tout son, tout son corps, des ailes à la queue, à la tête, en passant par les pattes, est recouvert de pics. Son corps est plus musculeux et imposant que le reste des wyverns volantes. En mode rage, des veines rouges orangées apparaissent sur ses ailes et sa tête, comme c'est le cas d'ailleurs pour les tigrex. C'est une créature vraiment unique en son genre, je dois dire. L'espinasse peut empoisonner ou paralyser ses ennemis avec ses pics. D'ailleurs, la plupart de ses attaques peuvent provoquer le statut poison. Donc je vous conseille quand même de prendre des potions sur vous si un jour vous croisez cette créature. L'espinasse peut également charger à très grande vitesse avec sa corne. C'est une créature, enfin c'est l'une des rares wyverns d'ailleurs volantes pacifiques. La nature, il est presque toujours endormi. D'ailleurs, moi je l'ai trouvé comme ça le jour de mon affrontement. Même s'il est dérangé et réveillé, l'espinasse ne réagit pas aux attaques, se repliant en arrière et comptant sur sa peau épaisse pour se protéger. Cependant, si on lui inflige suffisamment de dégâts, la créature deviendra enragée. Et avec ses talents pour empoisonner, paralyser et autres, le combat ne sera jamais aisé. Je dois dire que, à son physique, je ne m'attendais pas à ce que la créature soit pacifique. Malheureusement pour elle, je ne suis pas venu en vain, on a besoin d'elle pour l'antidote. Ces poisons qu'elle sécrète peuvent être un plus. Elle a du répondant. À aucun moment je la domine facilement. J'irais même dire avec un certain humour que c'est plutôt l'espinasse qui nous domine aisément. Heureusement, grâce à mes compagnons, la créature tombe à terre. On en profite pour donner un dernier assaut, espérant parvenir à notre fin. Soudain, dans un dernier sursaut, la créature se redresse, pousse un dernier soupir et s'étale de tout son long. L'espinasse est vaincue. De retour auprès de Gallus, il nous félicite que la chasse est un succès. Mais je dois aller chasser un dragon ancien. Telle sera ma mission. Un monstre qui pourrait sensiblement avoir les mêmes talents que le Malzeno, ou du moins quelque chose qui s'en rapproche et qui affecte les autres créatures. Je vais donc devoir partir pour l'avant-poste et partir afin de relever ce terrible défi. Cette créature que l'on m'a teasée depuis un moment arrive enfin. Personne n'aurait pu prévoir. Cette ombre tapie là, la force démoniaque qui l'enveloppe consume sa proie. Il est déjà trop tard. Même ceux tentant un ultime effort pour survivre sont impuissants devant sa force écrasante. À la fin, sa forme terrifiante sera révélée. L'éclipse noire, le Gore Magala. Le Gore Magala, ce n'est pas la première fois que j'entends ce nom. Ce monstre a une réputation qui le précède et de loin. Effectivement, quand je le vois se promener avec ses ailes qui font penser à une cape, je me doute que l'adversaire sera de taille et qu'il est à la hauteur de sa réputation. Dans un village très loin d'ici, qui se nomme Qatar, au pied du mont Céleste, un chasseur a laissé ses mémoires. Et il y raconte sa rencontre avec cette bête, qu'il décrit comme noire comme la nuit, utilisant une poussière démoniaque et sommant la mort et le chaos. Chaque monstre que j'avais affronté jusqu'ici avait tous leurs petites particularités. Le Cérigios et ses attaques qui me faisaient penser à un faucon géant, l'Espinasse, une rose empoisonnée qui pouvait cracher du feu, le Mizutsun, un danseur élégant, le Somnacanthe, une sirène, le Gossara qui m'affrontait comme si deux chasseurs se livraient bataille, le Loup-Nagaron qui était empli de bestialité et de violence. Mais le Gore Magala dégage un truc en plus, une aura terrifiante et inquiétante. La créature est dépourvue d'œil, donc impossible pour moi de la flasher. Elle projette des explosions, et quand elle se met en colère, des sortes de cornes violettes se dressent sur sa tête, ainsi que ses ailes qui se retrouvent colorées. La violence est terrible, chacun de ses coups frappant le sol le fait trembler. L'affronter demande une certaine dextérité, contourner ses attaques, essayer de riposter vite, savoir s'écarter quand il se retourne.
et surtout essayer de calmer cette rage qui dure longtemps. Malgré la violence des coups que la bête me porte, j'apprécie le combat. Il est vif, il est rapide, il me demande de la concentration et de l'esquive. Il met en pratique tout ce que j'ai appris durant mes aventures. Et je constate à ce moment-là que je suis un chasseur expérimenté désormais. Je sais quand esquiver, je sais quand attaquer. Je maîtrise mes armes à la perfection. Ce duel me rassure en lui-même. Il signifie une chose à mes yeux, c'est que je suis prêt pour mon ultime épreuve. Dans mon cœur, je sais que je suis prêt pour le Malzeno. La créature tombe par terre, son corps commence à être couvert de cicatrices. Mais nous n'abandonnons pas pour autant. On sait que la vie de Fio dépend aussi de nos réussites. Le dragon ancien commence à montrer des signes de fatigue. Je sens qu'il est sur la fin, qu'il ne tiendra plus bien longtemps. Est-ce que je dois m'attendre à un dernier sursaut d'orgueil de sa part, pour un ultime affrontement plein de violence? Je ne sais pas. Mon compagnon arrive, chevauchant un ratalos. Je vois très bien que le Gormagala a à peine la force de lui résister. Le feu ardent le consume. Même si la nuit est tombée et que le combat a duré tout le jour, je me rends compte que cette créature ne verra jamais le lever du soleil. Dans un dernier espoir, le Gormagala est parti se réfugier dans les ruines, espérant pouvoir s'y reposer et nous fuir. Alors que je le poursuis, je m'aperçois que le Serigios et le Ratalos s'affrontent eux aussi de leur côté. La bestialité de ce monde m'étonnera toujours. Mes compagnons se mêlent au combat, ce qui me fait rire. J'observe un peu l'affrontement qui se déroule sous mes yeux, trouvant leur affrontement magnifique, digne d'une danse entre deux prédateurs. Puis je reprends ma quête, retrouvant le Gormagala, essayant de lui asséner les derniers coups. Dans un dernier espoir, il s'est mis en mode rage, espérant nous tuer. Les dégâts qu'il nous a fait ont failli nous avoir. Il m'est arrivé plusieurs fois tout au long de mes quêtes d'avoir du respect pour les créatures que j'affrontais, mes adversaires. Et quand je vois ce Gormagala qui rend son dernier souffle, s'écroulant sur ce sol, je me dis qu'il fut un valeureux adversaire. L'amiral m'attend. Je le rejoins. La situation a l'air grave. Je sais déjà de quoi il s'agit. Enfin, du moins, je pense le savoir. L'amiral se prosterne devant la princesse, qui prétend être une simple quêtatrice. Mais un sang royal est un sang royal. Mais elle est surtout venue nous apporter une nouvelle. Dame Fiorane va mieux. Le remède aurait fonctionné. Et c'est alors que nous la voyons arriver, toujours aussi fière et aussi droite. Une élégance digne d'une reine. Fiorane se prosterne à son tour devant la princesse, qui ne peut retenir ses émotions devant les excuses de Fio, qui lui dit de la pardonner d'avoir failli. Mais la princesse se jette dans ses bras, lui disant qu'elle est contente de la voir. En voyant ce moment, je me dis que les gens d'Elgado sont aussi proches entre eux que le sont les gens de Kamura. Et ça me réchauffe le cœur. Ça me fait comprendre les motifs qui me font affronter la mort tous les jours. Le professeur Tadori et Bahari nous observent de loin, eux aussi trouvant la scène réconfortante. Ils savent que ce n'est que le début. Bahari descend vers nous et nous annonce une chose. Il est temps pour nous de passer à l'action. Il est l'heure pour la contre-attaque. Ceux qui se laissent attirer dans le piège seront balayés d'une brève rafale, l'incarnation des ténèbres. Des ténèbres qui ne relâchent pas leur proie, alors qu'ils sont vidés lentement de toute vie. Les serviteurs fournissent à leur maître l'essence vitale. À maturité, les ténèbres se révéleront au clair de lune. Festin écarlate, le Malzeno. Je ne mets pas longtemps à trouver la créature. Face à elle, je me dresse. Je suis le chevalier d'ébène, tel un spectre face à la créature qui hantait mes cauchemars, celle qui avait failli tuer mon ami, le Malzeno, un dragon ancien dont la présence seule corrompait l'air.
Ses écailles noires comme la nuit éternelle luisaient d'un éclat maladif, et ses yeux, des puits d'ambre brûlants, reflétaient une soif insatiable de sang. Le Malzeno, créature des ténèbres, exaltait un souffle terrible, qui flétrissait l'herbe et glaçait le sang. Ses ailes membraneuses, déchirées et tachetées de sang, se déployaient dans un claquement sinistre. Et la bête me défie et me combat, avec une grâce macabre. Le visage dissimulé derrière mon homme de fer noir, mes épées devenues légendaires à la main, leur métal froid et sombre semble absorber la lumière de la lune, ne laissant qu'une lueur blafarde et menaçante. Le Malzeno plongea ses griffes à plusieurs reprises vers moi, visant mon cœur, voulant finir d'un seul mouvement. Dans un mouvement fluide et précis, je parais les attaques, l'acier de mon épée heurtant les écailles du dragon, avec un son métallique et sinistre. La bête furieuse, la créature était furieuse, se reculant de moi et défiant la gravité en s'élevant dans le ciel, elle laissa exploser toute sa haine. Le combat continua des heures et des heures, une danse sordide et macabre, où l'acier et les ténèbres s'affrontaient dans une symphonie de violence. J'étais tel le fantôme vengeur, voulant venger mon ami et défendre le peuple, me déplaçant avec une agilité surnaturelle, esquivant les attaques de la créature et ripostant avec des coups précis. Jamais combat n'eut telle ambiance. Pourtant, je lui affrontais le Sérigios, l'Espinasse, le Gormagala. Mais la puanteur de mort qui régnait ici surpassait tout. Le loup Nagaron vient à notre secours, chevauché par Fio qui avait rejoint la quête pour m'aider. Elle aussi avait des comptes à régler avec lui. Le dragon était blessé, mais implacable, utilisant sa force brute et sa magie noire pour nous submerger. L'air se chargeait d'une énergie maléfique qui pesait sur mon âme. À chaque coup porté, le sang du Malzeno, noir et épais, souillait la terre, tandis que mon armure se marquait de nouvelles entailles, témoignage de la puissance de la bête. Je sentais mes forces m'abandonner, sachant que la victoire ne serait pas facile, si jamais il y avait victoire. L'aide apportée par le loup Nagaron fut une véritable bouffée d'air, nous permettant de reprendre notre souffle. Et la puissance de la créature de la nuit nous permit de mettre à terre le dragon maléfique. C'est dans ces moments que l'on donnait tout ce que l'on avait. Mais la créature sans cesse se relevait. Moi qui étais venu à bout de dragons anciens, moi qui avais mis fin à la calamité en terrassant la Narwa et l'Ibushi, moi qui avais mis à terre le Gormagala, l'Espinasse et le Sérigios, serais-je battu par ce dragon vampirique? Je ne pouvais le concevoir. Malgré les doutes lors de ce combat, mon cœur se gonflait d'orgueil. Je savais que j'étais le meilleur chasseur de ma génération, et que cette créature finirait par céder, comme toutes les autres, même si le combat n'en serait que plus long et plus violent, minute après minute. Plus le temps passait, plus ses écailles devenaient noires comme la nuit, et ses ailes rouges comme le sang. Une colère écarlate. Puis ce fut autour de l'Espinasse de venir nous prêter main forte. Même la nature voulait mettre fin à cette abomination. L'Espinasse, qui était pourtant une créature pacifique, parvint à mettre le Malzeno au sol. Ce fut à cet instant, en levant les yeux au ciel, que je vis que le soleil était haut. Le combat avait déjà duré plusieurs jours. Je pense que la créature avait la même idée que nous. Il fallait que ce combat se termine, comme on en avait terminé avec tous les autres auparavant. Ce serait donc aux côtés de son trône qu'auraient lieu les derniers échanges. La créature promettait la destruction totale. Moi, l'espoir pour tout un monde. Dans un dernier acte de défi, je plantai l'une de mes deux lames dans le sol. Puis, tel un ange de la mort, je bondis sur le dragon, la seconde épée s'enfonçant profondément dans le cœur de la bête. Le Malzeno, dans un cri de douleur et de rage, s'effondra, son corps massif s'écrasant sur les pierres grises et froides, secouant la terre. Dans un dernier spasme de mort, le silence revint, lourd et oppressant, seulement brisé par mon souffle rauque. On s'approcha donc de la bête. Fio était aussi épuisée que moi, mais me félicita pour mon travail. Elle me demanda si j'allais. Je n'avais pas la force de parler, j'acquiesçais juste de la tête. Mon armure me semblait si lourde. Vers le ciel, les courriaux s'envolaient. Ils avaient perdu leur hôte.
Quel spectacle se livrait à nous, à la fois beau mais inquiétant. Toutes ces lueurs rouges s'élevant vers un ciel écarlate. Difficile de ne pas apprécier le spectacle, mais à la fois d'en être inquiet. Mais le temps n'était pas l'inquiétude. Il était pour nous temps de rentrer à El Gado et d'annoncer la bonne nouvelle. Alors que le bateau fendait les eaux, on arriva à quai. Tout le monde nous attendait. On voyait sur le quai les gens en train de lever le bras, nous saluer, sauter gaiement. On avait réussi. On avait vaincu une créature qui terrifiait le monde depuis des années. L'amiral nous fit une approbation de la tête. Il savait notre tour et avait déjà commencé la fête. Pour nous, c'était une victoire, mais on savait qu'il y aurait d'autres aventures.